Bonjour, voici le 5e et dernier épisode de Nouvelle Réalité et vous êtes prêts maintenant à programmer votre nouvelle réalité. La notion quantique peut vous sembler très abstraite. Alors voici quelques explications très sommaires. La physique classique différencie un atome d'une onde. Ce n'est pas la même chose. Un atome est ici au moment de l'observation et une onde, elle, se propage et remplit l'espace en modifiant du reste certains aspects de cet espace. Alors qu'en physique quantique, la matière, un atome ou une particule subatomique, c'est-à-dire un élément qui constitue l'atome, est à la fois une petite partie de la matière et à la fois une onde. Par exemple, si je mets dans une boîte un atome, eh bien cet atome, c'est-à-dire son noyau, ses électrons, tous ces éléments qui forment cet atome, sont une onde qui remplit la boîte. Mais quand j'ouvre la boîte et que je regarde dedans, cette onde devient un objet physique que je peux observer, que je peux quantifier. Mes yeux, mon système nerveux, mon système psychique, mon système biologique décodent cette onde à la vitesse de la lumière pour matérialiser cette onde en objet, c'est-à-dire, en quelque sorte, créer une réalité. Cet objet que je vois, c'est le programme source qui le construit, mais à travers moi. Et cet objet existe dès cet instant dans le programme source grâce à moi. Mais avant que je fasse exister cet objet, il est une onde, il est une infinité d'objets potentiels enfermés dans la boîte. Donc, si je modifie une séquence du programme source à laquelle moi je suis connecté, alors au moment où je vais ouvrir cette boîte, cet objet ne sera plus le même, il sera une autre version de lui-même, une autre version de la réalité. Si après cette explication, cela vous semble encore flou, eh bien je dirais c'est pas grave. En fait, ça n'a pas d'importance. Cela n'empêche absolument pas dès maintenant de programmer autre chose dans votre vie. Car tout simplement, vous le faites déjà depuis votre premier jour sur Terre. Vous le faites à chaque instant de votre vie, à travers vos expériences, vos pensées, vos rêves. Vous le faites dans un modèle qui n'est pas le vôtre, tout simplement. C'est-à-dire que vous regardez dans la boîte, mais d'une manière qui n'est pas la vôtre, mais qui est celle, je dirais, que l'on vous a apprise. Et surtout, vous regardez dans cette boîte au travers votre idéal du moi, au travers un virus qui s'est propagé dans votre programme. Si vous comprenez simplement ça, alors c'est parfait. Notre vie est la version d'une onde que nous observons d'une manière particulière. Cette observation matérialise notre réalité. Cette onde quantique, ce champ quantique, offre une infinité de combinaisons que nous pouvons assembler le temps de notre existence cellulaire, ce qui définit notre incarnation, c'est-à-dire une âme liée à la matière. Pour reprendre l'exemple de l'atome dans une boîte, au moment de l'observation de cet atome, l'onde existe toujours et offre donc d'autres états d'observation infinis. La position observée n'est que la position de l'observateur. Il y a une superposition infinie de positions au même instant. Nous pouvons donc supposer qu'au moment où nous vivons une situation observable, une autre version de cette situation existe. Nous pouvons nous observer en train d'observer, c'est-à-dire prendre de la hauteur et concevoir le fait que ce que nous observons répond à un programme qui définit notre réalité. Mais parallèlement, d'autres observateurs existent et il est possible d'être cet autre observateur. Si vous interchangez votre appareil psychique, votre observation sera différente. Donc, votre réalité le sera aussi. Si dans ce champ quantique, la notion de temps est relative, la façon d'observer l'onde quantique peut créer une réalité hors du présent.
c'est-à-dire modifier le programme source au cœur du champ unifié. Une modification pouvant aller jusqu'à inverser totalement le temps de l'observateur. Pour cela, il faudrait que l'onde quantique ne réponde pas à notre principe spatio-temporel psychique. Et c'est ce qui a été découvert au cours des années 1930 par Erwin Schrödinger et Albert Einstein. En effet, la découverte de l'intrication quantique démontre que deux particules atomiques restent en contact permanent, même si vous les séparez aux deux extrémités de notre galaxie. Ok, alors des expériences sont menées depuis 1964 afin de prouver ce fameux phénomène d'intrication quantique. L'une des dernières de ces expériences a eu lieu en 1998, appelée l'expérience de Genève. Elle a permis de tester la corrélation entre deux photons séparés de 30 km en utilisant simplement le réseau suisse de télécommunications par fibre optique. Pour faire simple, ils ont envoyé un photon qu'ils ont divisé en deux dans deux directions opposées dans la fibre optique. Et ils ont observé que les deux photons réagissaient de la même manière, qu'ils communiquaient ensemble malgré la distance qui les séparait. Puis, en 2001, une nouvelle expérience est menée avec le même principe, mais cette fois-ci en utilisant des miroirs, permettant tout simplement d'inverser l'ordre des mouvements, c'est-à-dire permettre de séparer un événement par rapport à l'autre. En d'autres termes, cela permet d'éloigner totalement toute causalité. Les résultats de ces expériences sont d'une extrême importance car ils définissent la non-localité, c'est-à-dire que les objets ne sont pas simplement influencés par leur environnement proche, mais par un champ, une information qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui tend dans l'espace vers l'infini. Je vais maintenant remonter le temps en 1930, soit 34 ans avant les premières expériences sur l'intrication quantique. Carl Gustav Jung reprend les études d'expériences menées par Rhine, qui est l'un des premiers scientifiques à utiliser les statistiques pour étudier les perceptions extrasensorielles. Rhine procède à des tests où une personne retourne des cartes qui comportent des figures géométriques. Et puis, une autre personne qui est séparée dans la pièce doit annoncer les figures sur les cartes uniquement à travers la pensée. Étonnamment, avec certains expérimentateurs, les résultats positifs étaient largement au-dessus de toute probabilité, allant de 1 pour 250 000 au début jusqu'à 1 pour 298 10 puissance 15 par la suite. Puis ils ont séparé les expérimentateurs de salles, puis les ont éloignés de 350 km jusqu'à les séparer de pays jusqu'à 6500 km, et les résultats étaient les mêmes. La distance n'interférait pas avec la capacité de connexion extrasensorielle. Là où je veux en venir, c'est qu'à cette époque, en 1930, Carl Gustav Jung commente ses expériences de Rhine et en déduit cela, je cite, « Le fait qu'en principe, l'éloignement est sans effet prouve qu'il ne peut s'agir d'un phénomène faisant intervenir des forces, une énergie, sinon la distance à vaincre et la dispersion dans l'espace devraient nécessairement en diminuer l'action. L'éloignement se révèle être une variable dépendante du psychisme et qui peut, par exemple, être réduite à zéro par tout simplement un état psychique particulier. Ces expériences suggèrent donc une relativité psychique de l'espace et du temps, hors, bien évidemment, de la causalité. » Fin de citation. Alors, ici, Jung vient tout simplement, sans le savoir, d'ouvrir en grand les portes de la connaissance du champ quantique,
du programme source auquel notre psychisme est connecté au même titre que la matière. Carl Gustav Jung disparaît 3 ans avant la découverte de l'intrication. L'intrication quantique nous montre que tout est lié, tout est connecté au-delà de l'espace et du temps, une notion d'espace-temps qui n'existe que du moment où nous observons l'onde quantique à travers notre existence, à travers notre psychisme. Cette unification me fait penser au symbole du yin et du yang dans le taoïsme. Un équilibre entre le temps et l'espace, entre le psychique et le corps, la lumière et l'obscurité. C'est l'échange perpétuel d'énergie, le passage d'un état à un autre état, la mutation, mais aussi à ces deux particules élémentaires qui restent attachées l'une à l'autre, deux particules qui n'en forment qu'une seule au travers de cette énergie infinie. Eh bien, à ma grande surprise, voici l'image récente de l'observation de l'intrication de deux particules. Je trouve cela incroyable de pouvoir comparer un symbole qui remonte à 2500 ans avec l'image d'un phénomène quantique actuel réalisé par holographie digitale. Cela peut donner l'impression que nous découvrons aujourd'hui ce que nous avons déjà découvert dans le passé. Peut-être que nous l'avons découvert d'une autre manière, d'une autre façon, ou tout simplement que nous le découvrons en même temps, mais dans des états de réalité superposés. Par exemple, nous cherchons aujourd'hui toujours à savoir comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Mais nous pourrions envisager l'hypothèse qu'elles ne sont pas encore construites, mais qu'elles le seront dans le futur de notre réalité, un futur qui se trouve à une date antérieure à la nôtre. Ce raisonnement implique bien évidemment une autre flèche temporelle, mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle collective, une réalité qui subirait une translation dans le temps, c'est-à-dire un état de conscience collective qui se décale sur une ligne temporelle, ou bien une ligne temporelle qui se replierait sur elle-même, comme une feuille de papier. Cela aurait pour conséquence de créer des incohérences dans l'inconscient neutre, c'est-à-dire des anomalies entre l'état psychique et l'état physique. C'est exactement comme quand vous cherchez vos clés, que vous êtes persuadé de les avoir posées à un endroit et que vous les retrouvez à un autre endroit qui n'a rien à voir. Il y a une part de votre réalité qui a disparu et qui se trouve modifiée dans une autre réalité. Votre psychisme, lui, répare cela avec de la temporalité et il se raccroche à nouveau à une autre version de votre réalité. Pour mieux comprendre, je vais vous parler de Wilhelm von Scholz, un écrivain allemand qui a rassemblé une série de cas qui concernent l'étrange particularité de certains objets perdus à revenir à leur propriétaire, et cela sans aucune explication causale. J'ai choisi l'exemple de la pellicule photo. Voici le petit récit. La maman d'un petit garçon prend des photos de son fils de 4 ans en 1914. Puis, elle donne la pellicule à développer à Strasbourg. Puis, dans la même période, la guerre éclate et elle ne récupère jamais cette pellicule qu'elle considère comme définitivement perdue. En 1916, 2 ans plus tard, elle achète une autre pellicule pour faire des photos, cette fois-ci, de sa nouvelle petite fille qui est née entre-temps. Au moment du développement, le laboratoire s'aperçoit que la pellicule n'est pas vierge, qu'elle a déjà été utilisée. Eh bien, au moment de développer ces photos, ils se rendent compte que la seconde exposition sont les photographies du fils de cette dame qui ont été prises 2 ans auparavant. C'est-à-dire que la pellicule avait été perdue, puis remise en vente parmi les neuves. Scholz en conclut
qu'il s'agissait d'une force d'attraction par correspondance. Un dernier exemple tout aussi incroyable, un ami musicien me raconte qu'il échange, après un concert, sa carte de visite avec celle d'un producteur qui souhaite leur proposer un contrat. Mon ami note quelques détails au dos de la carte de visite et il la met dans sa poche. Le lendemain, impossible de retrouver cette carte de visite. Elle avait totalement disparu. Alors avec déception, forcément, parce qu'il était persuadé de manquer une opportunité, il oublie cette rencontre et passe à autre chose. Un an après, il part à la déchetterie avec son fils et son fils trouve dans une benne une jolie sacoche qui était en bon état. Il décide de garder pour lui cette sacoche. Mon ami, par curiosité, regarde dans la sacoche et il trouve la carte de visite du producteur avec ce qu'il avait lui-même écrit au dos. Alors pour l'anecdote, eh bien, il a contacté ce producteur qui n'a jamais donné suite au projet. Voilà des exemples de synchronicité où la pensée vient interférer tout état de causalité, des événements hors contexte qui résultent d'une modification du programme source au travers de notre appareil psychique. Alors cela me fait penser au Iking, que je pratique depuis plus de 20 ans. Le Iking est un des classiques chinois qui se traduit par le livre des mutations. C'est un traité de divination qui offre l'interprétation de tirages divinatoires. Pour moi, il s'agit d'un contact avec l'oracle qui est en nous. Les inventeurs du Iking sont partis de l'hypothèse que l'unicité de l'être s'exprimait à la fois dans l'état psychique et dans l'état physique, ce qui nous renvoie à l'inconscient neutre de Jung et de Pauli. Le Iking est une lecture des représentations du yin et du yang, ce qui nous renvoie ici à l'image de l'intrication quantique que je vous ai montré tout à l'heure. Pour Jung, il s'agit d'une méthode de l'exploration de l'inconscient qui permet de mettre en lumière nos aspects d'ombre intérieure et bien évidemment de les accepter. Si vous repensez à votre enfance, vous pouvez voir dans votre esprit des images liées à des émotions, un ressenti, mais des émotions qui vous semblent être actuelles. Et dans ces souvenirs, vous pouvez vous voir, vous, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les images à travers vos yeux d'enfant, mais comme une caméra placée à côté de vous. Cette caméra, c'est le grand observateur. C'est vous en train d'observer l'observateur. Et lorsque vous êtes en train d'observer cela, vous pouvez être pris d'un sentiment étrange que l'on appelle nostalgie. Eh bien, ce sentiment, c'est le ressenti, je dirais, de l'intrication. C'est le sentiment étrange du contact avec cette onde quantique, un sentiment hors du temps et de l'espace. Vous êtes toujours cet enfant qui fait du vélo avec ses amis, car lorsque vous étiez sur ce vélo, vous étiez aussi celui ou celle qui repensait à cela maintenant. Ce sont deux réalités distinctes, connectées par ce champ unifié et vécu dans le temps au travers de votre appareil psychique, créant une version de la réalité à travers le temps. Dans un livre que j'ai coécrit il y a quelques années sur le moment présent, je relate une aventure que j'ai vécue. Tout commence à l'âge de 14 ans. J'écris dans mon journal intime chez mes parents que j'allais rentrer d'un voyage très particulier le 22 octobre 2012, soit 20 ans plus tard, et qu'à mon retour, je devrais brûler ce journal un soir de pleine lune. Alors je sais, cela peut sembler être un délire mystique de l'adolescent que j'étais, mais
20 ans plus tard, le 22 octobre 2012, en effet, je rentre d'un voyage aux Indes qui s'était plutôt mal passé. Une fois chez moi, je pose ma valise et je vais me coucher. Puis, je me réveille en pleine nuit et je repense tout à coup à ce journal intime que je n'avais pas ouvert depuis mon enfance. Et en le feuilletant, en pleine nuit, je tombe sur cette page écrite 20 ans auparavant. Et cette nuit-là, en effet, il y avait une pleine lune. Alors, j'ai brûlé ce cahier, comme je l'avais écrit, en 1992, et bien évidemment, en me posant de nombreuses questions toute la nuit. Ai-je écrit dans ce journal intime après ce voyage? Ou bien ai-je fait ce voyage car je l'avais écrit dans mon futur 20 ans plus tôt? Ou bien est-ce que des images de mon programme se sont intriquées, créant une réalité séparée de 20 ans? Les paradoxes ou incohérences spatio-temporelles dont nous parle Raphaël sont observés de diverses façons sur notre planète depuis longtemps. Le premier mystère, d'un point de vue psychique lié à la mémoire, est le fait que nous avons la capacité de visualiser le passé, mais pas l'avenir. Et pourtant, nous avons une mémoire du futur. Si l'on demande à un sujet de fermer les yeux et d'imaginer un objet, puis de l'observer visuellement, et enfin de repenser à cet objet qu'il vient d'observer, l'enregistrement de son activité cérébrale, grâce à un PET scan, délivre 3 résultats totalement semblables. C'est-à-dire que l'expérience vécue par notre activité cérébrale entre ce qui n'existe pas encore, ce qui existe et ce qui a existé est totalement identique. Notre cerveau enregistre environ 400 milliards de bits par seconde. Cela représente 100 films sur 100 DVD par seconde, soit en une journée plus de 36 millions de films. Cette capacité des données est vertigineuse. Mais nous ne traitons que 2000 bits par seconde, soit 10 puissance moins 7% de la totalité. Cela paraît insignifiant et pourtant, toute notre réalité est construite autour de ce chiffre infiniment petit. Si l'on changeait ne serait-ce que l'équivalent d'un grain dans une poignée de sable, toute notre vie ne serait plus la même, ainsi que celle de toutes les personnes qui nous entourent. Nous pouvons en déduire que la quantité d'informations que nous perdons en une seconde est colossale, surtout si nous considérons ce nombre sur une décennie, une vie, une génération ou une civilisation tout entière. Alors nous voilà à la dernière partie de cet épisode et au vu de ces nombres impressionnants, il est facile de comprendre que si nous modifions des données de notre réalité dans le champ unifié, c'est une toute petite goutte d'eau qui change de place dans un océan. Cela suffit pour activer des changements dans notre vie car cette goutte d'eau fait partie de notre réalité. Mais nous n'allons pas transposer toute la réalité collective dans un autre état.
Mais pourtant, certaines zones d'ombre autour de l'histoire de l'humanité laissent penser que des grands changements liés à des transpositions temporelles ont déjà eu lieu. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent des OPART, qui signifie Out of Place Artefact, la traduction française est objet, qui est hors contexte. Il s'agit d'objets trouvés sur notre planète qui n'ont rien à faire ici, car leur présence est tout simplement impossible d'après ce que l'on connaît de l'histoire de l'humanité. Par exemple, il y a la bille de Klerksdorp, un objet sculpté trouvé dans un site minéral datant de 3 milliards d'années, mais aussi en Chine, dans une grotte datant de 150 000 ans. Des tuyaux en métal conduisant à une source d'eau ont été trouvés lors de fouilles. Et enfin, je vais prendre l'exemple connu de la machine denticitaire, qui est un calculateur astronomique, comme un GPS de l'univers, sauf que cet objet complexe a été trouvé dans un navire datant de 2000 ans. Les traces les plus anciennes de l'humanité remontent à 200 000 ans d'un point de vue scientifique. Et des objets hors contexte, façonnés par l'homme, eux, sont datés de plus de 250 millions d'années. Mais aussi des traces de pas d'humains découvertes dans les strates terrestres datant du Permien, qui est la première période du Paléozoïque. Et là, nous remontons le temps, écoutez bien, de 290 millions d'années, une trace de pied de 290 millions d'années. Ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est que j'ai l'impression que certaines images contenues dans le champ unifié se sont mélangées au travers du filtre de notre temporalité psychique collective. Alors je ne soutiens pas ici une théorie complotiste, pas du tout, je souligne juste que le déroulement de notre histoire révèle certaines incohérences simplement en observant le matériel qui nous est disponible. Alors, sommes-nous des squatteurs intergalactiques? Sommes-nous collectivement touchés par des amnésies générales? Ou bien, peut-être, notre conscience se décale sur des grandes périodes dans le continuum espace-temps. Rappelez-vous, j'ai parlé d'un champ unifié, un champ d'information infini, qui est enregistré dans une infinité de trous noirs contenant eux-mêmes une infinité de trous noirs. Kip Thorne, prix Nobel de physique en 2017, déclare ceci, je cite, « Il existe un lien intime entre l'effet mémoire et la symétrie de l'espace-temps. Cela est lié, en fin de compte, à la perte d'informations dans les trous noirs, un problème très profond dans la structure de l'espace et du temps. » Fin de citation. Avant cela, Stephen Hawking, dans les années 70, postule que les trous noirs tendaient vers une dissolution lente jusqu'à disparaître totalement. Alors se pose la question de savoir ce que deviennent les informations contenues dans ces trous noirs. C'est ce qui est appelé le paradoxe de l'information. J'imagine donc que ma conscience, liée aux archétypes collectifs, à une conscience collective, peut subir des déformations temporelles si le champ quantique est soumis à des forces agissant sur le continuum espace-temps. Eh bien, une telle déformation a été mesurée en 2015 et je me rappelle très bien d'avoir entendu cette information à la radio dans une émission scientifique. Le 14 septembre 2015, le dispositif scientifique LIGO et Virgo a mesuré une onde gravitationnelle 100 ans après les prédictions de Einstein. Cette onde est la conséquence de la
collision de deux trous noirs quelque part dans notre univers. Notre conscience est donc soumise à des perturbations temporelles importantes à ce moment-là, des perturbations liées aux ondes gravitationnelles cosmiques. C'est un sujet extrêmement passionnant, mais je vais m'arrêter là pour revenir à nouveau sur la thérapie d'analyse quantique. Je l'ai dit précisément, vous ne pouvez pas changer les images du programme collectif de manière individuelle. Cela nécessite une énergie colossale de l'ordre de plusieurs milliers de masses solaires, impliquant par exemple la collision de plusieurs trous noirs en même temps. Mais en modifiant votre fréquence vibratoire, dans un état de transe méditative, dans cet espace de l'inconscient neutre, vous pouvez modifier quelques images du champ unifié. Vous modifiez votre continuum espace-temps, vous modifiez votre réalité car vous êtes réglé sur une autre probabilité matérielle de l'onde quantique. Rappelez-vous l'exemple de la boîte. Vous êtes fait d'atomes, donc de protons qui contiennent de l'information, une information holographique qui renferme toute l'information du champ unifié. Chacun de ces protons est un trou noir, nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Et chacun de ces trous noirs peut modifier ce continuum espace-temps. C'est cette énergie que vous pouvez utiliser librement pour modifier votre réalité. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le but de ce travail thérapeutique est de rendre votre existence paisible, de vivre cette vie d'incarné dans la paix intérieure, c'est-à-dire trouver un équilibre parfait entre l'expérience de la vie et l'incompréhension de cette expérience plutôt étonnante. Nous comparons la notion de bonheur en Occident avec la possession matérielle, avec l'accumulation de capitaux. La richesse est totalement matérialisée. J'en parle dans le premier épisode. Notre libido est transformé en valeur financière, en argent, en dette, en rentabilité jusqu'à épuisement total. Pour programmer une nouvelle réalité, il faut investir sur soi, retrouver l'équilibre parfait entre la physique et le psychique. L'abondance, c'est recevoir simplement le juste salaire de nos ambitions, mais surtout de notre travail. Et pour Jung, le travail consiste à partir à la découverte de notre fort intérieur. Et c'est uniquement lorsque nous avons rendu l'inconscient conscient et que nous avons brûlé notre part d'ombre que nous pouvons nous sentir libres d'atteindre ce qui nous rend vraiment heureux. Je le répète, nous sommes responsables de nous-mêmes. Je suis responsable de moi-même. C'est à moi seul de décider ce que je souhaite voir dans la boîte. Mais pour que mes pensées puissent agir sur cette onde, elles doivent être pures et sans tache. Je dois pouvoir ressentir ce champ unifié. Je suis ce champ unifié. Pour reprendre une réplique de la série Dark que j'apprécie beaucoup, la question n'est pas de savoir où, mais quand. Et c'est ici que se finit ou que commence une nouvelle réalité. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce projet et surtout de le partager avec vous, ce voyage particulier au cœur de notre fonctionnement psychique et de son pouvoir infini. L'épisode bonus numéro 6 qui va suivre est une méditation que vous pouvez faire pour commencer à programmer dès aujourd'hui votre nouvelle réalité.